que les tensions entre Moscou et les pays occidentaux continuent de s'intensifier, la Russie a pris la parole devant le Conseil de sécurité de l'ONU avec un message particulièrement dur. Moscou accuse l'Occident d'alimenter le conflit et lance un avertissement « Vous jouez avec le feu ». Voici l'intervention complète et les points clés à retenir de ce face-à-face diplomatique. Les amis, c'est un grand plaisir pour moi de venir encore une fois de plus devant vous ce matin. C'est un énorme plaisir pour moi, les amis. Je vous invite, les amis, à écouter attentivement cette vidéo. Prenez le temps de l'écouter, s'il vous plaît, jusqu'à la fin. Écoutons. De déclaration. La parole est à la Fédération de Russie. Monsieur le Président, la Russie a appuyé la convocation de cette réunion d'urgence du Conseil de sécurité demandée par nos collègues du Bélarus sur l'attaque par un drone ukrainien contre un autobus civil de la région de Bryansk qui transportait le 17 juin des enfants d'une école sportive du Bélarus qui allait se reposer à Gelendzhik. Je voudrais exprimer nos condoléances et notre soutien aux représentants de la République du Bélarus auprès de l'ONU, Vladimir Boris Sherbakov, et par son entremise au peuple bélarus et à tous ceux qui ont été blessés. Nous leur souhaitons un prompt rétablissement. Dans l'autobus, il y avait 44 personnes, dont 28 jeunes de l'école sportive numéro 2 de la ville de Rechitsa au Bélarus. Suite à la frappe, une femme enceinte qui accompagnait le groupe a été tuée, qui venait de Lugansk. Elle était mère de 2 enfants et 9 personnes, dont 6 mineurs, ont été blessés. Selon le conducteur, avant l'attaque, il y avait plusieurs drones au-dessus de l'autobus. Chers collègues, nous ne parlons pas de frappe sur des sites militaires avec des conséquences pour des civils et pas de quelque chose qui est arrivé au hasard, mais d'action délibérée d'un opérateur qui pouvait voir quel était le caractère de la cible. Il s'agit d'un acte de terrorisme contre des civils. C'est ainsi que le comité d'enquête de la Russie a qualifié cet acte. Le comité d'enquête du Bélarus a également ouvert une enquête. Les autorités de Kiev, comme d'habitude, ont essayé de rejeter la responsabilité de ces crimes sur notre pays. Ils ont dit que ce qui s'était passé était une provocation ou bien une opération d'information qui profiterait à la Russie. Cependant, ces insinuations ne résistent pas à l'examen. Et ils sont faciles à rejeter. Sur le lieu de l'attaque, on a trouvé de nombreux indices qui montrent que le drone appartenait à l'Ukraine. On a trouvé quelle était l'équipe qui pilotait le drone. Ils ont permis la navigation et ils ont ordonné la frappe contre ces enfants. Et on sait également quels sont l'exécutant direct. C'est un soldat de l'unité Chimère des forces frontalières de l'Ukraine et également un autre soldat, Cheval, la 6e unité Joukov, et un soldat d'une autre unité. Ces 3 personnes que l'oratrice a nommées sont des accusés au titre de l'article 3 205 du Code pénal. Et un mandat d'arrêt a été lancé contre eux. Nous sommes déçus par le fait que le secrétaire de l'ONU n'ait pas fait preuve de courage et n'ait pas nommé les choses par leur nom. Et il n'est pas accusé les coupables évidents de cette tragédie et leurs complices du régime de Kiev. Au-delà de cela, une fois de plus, les fonctionnaires internationaux font les mêmes commentaires impuissants. Ils disent que les attaques contre les sites et les infrastructures civiles sont inadmissibles. Derrière ces paroles d'ordre général, il y a une lâcheté politique, le fait de ne pas vouloir dénoncer les crimes de Zelensky, même quand les victimes sont des enfants. Par ailleurs, toute accusation infondée contre notre pays de la part du secrétariat de l'ONU
sont lancés gratuitement sans vérification. Nous exigeons du secrétariat et des structures spécialisées de l'ONU de condamner clairement ces crimes sanglants. Si on ignore les attaques de Kiev qui font de nombreuses victimes parmi les enfants, cela confirmerait clairement le deux poids deux mesures et une violation claire de l'article 100 de la Charte des Nations Unies. Cela donne au régime de Kiev qu'il jouit de l'impunité totale et cela encourage ses ambitions terroristes. Nous appelons également tous les gouvernements responsables à clairement analyser cet acte nuisible des néo-nazis ukrainiens, comme beaucoup d'autres, et de les condamner publiquement. Monsieur le Président, ce crime du régime de Zelensky n'est pas simplement un nouvel épisode de la terreur menée par les forces ukrainiennes contre les civils. Cela confirme clairement sa nature terroriste. Les frappes terroristes contre des logements étudiants à Sarabielsk, contre un autobus et des civils à Enakiev, contre des enfants dans la région de Bryansk montrent que pour le régime de Kiev, il n'y a aucun facteur qui le retienne. Toute personne, y compris les enfants qui se trouvent sur le territoire de la Russie ou qui le traversent, devient automatiquement une cible à liquider. Ce régime a fait des crimes de guerre une partie de leur stratégie militaire et il mène la chasse aux civils, aux médecins, aux sauveteurs qui aident les blessés et qui liquident les conséquences des actes terroristes. Ce cynisme et caractère inhumain illustre clairement qu'il y a un risque d'augmentation des frappes ciblées contre les écoles, des centres qui s'occupent des enfants, notamment pendant l'été, alors qu'il y a des examens, des compétitions sportives et d'autres événements. Lorsque les pays occidentaux invoqueront le droit international humanitaire, chers collègues, n'oubliez pas que pour les partisans des nazis, leurs successeurs, ceux qui chantent aujourd'hui le meurtre de millions de juifs, de polonais et de russes et qui en font des héros, ces actes sont depuis longtemps normalisés. Il n'y a pour eux aucun droit international humanitaire. Le régime de Zelensky, plus que jamais, doit montrer à ses parents occidentaux qu'il peut connaître des succès pour garantir l'afflux d'armes et les milliards de rations pour Kiev. Mais ces parents occidentaux qui soutiennent le régime Kiev, eh bien pour eux, c'est une bonne chose, une bonne affaire commerciale et pas seulement géopolitique. En fait, les Ukrainiens n'ont pas de succès sur le front. Donc, ce tableau qu'ils dépeignent dans les médias, ils peuvent le faire uniquement avec des attaques de drones ukrainiens contre des civils. Le fait que cette frappe de drone dans la région de Brienne a été une action de communication planifiée, c'est ce que montrent les contacts avec la soi-disant opposition bélarusse. De plus, quelques jours après la tragédie, Zelensky s'est permis un ultimatum contre Minsk. Ensuite, il y a des menaces selon lesquelles, si cet ultimatum n'était pas respecté, Kiev devrait lui-même mettre de l'ordre. Et quelques jours plus tard, le dirigeant ukrainien a fait machine arrière, ce qui montre une fois de plus ce que vaut son ultimatum. Chers collègues, ce n'est même plus la diplomatie du mégaphone, c'est simplement du chantage afin d'entraîner un État souverain, la République du Bélarus, dans cette confrontation. Le discours de Kiev sur la protection de l'Europe contre la Russie, c'est tout simplement un écran de fumée pour faire durer le conflit, pour mener des combats jusqu'au dernier Ukrainien et impliquer l'OTAN dans la confrontation directe avec Moscou. Si quelqu'un en doute encore du fait que Zelensky veut étendre artificiellement ce conflit sur le territoire des Bélarus, de la Pologne et des pays baltes, quelqu'un en doute-t-il encore? Il joue avec le feu. Nous voulons également noter qu'aujourd'hui, contrairement à la séance convoquée le 28 mai par l'Ukraine, Antonio Guterres n'est pas venu au Conseil pour dire à quel point il est
préoccupés par la perspective d'extension du conflit. Clairement, voilà ce qu'on peut penser de sa sincérité, de ses préoccupations concernant cette situation. Et cela montre aussi quelle est son impartialité. Monsieur le Président, pour la période allant du 15 au 21 juin, les frappes ukrainiennes ont fait 296 victimes civiles. 47 personnes ont été tuées, y compris un enfant. 250 personnes ont été blessées, y compris 20 mineurs. Les combattants du régime de Kiev ont lancé près de 5000 frappes contre des sites civils russes. Résultat, une petite fille de 8 ans a été tuée, 23 civils ont été blessés. À Zhukovsky, un immeuble a été détruit par un drone. Encore une fois, ce n'était pas des frappes sur des sites militaires, mais sur une mégapolis très peuplée, et ses banlieues. Nous sommes préoccupés par le risque de relance de l'attaque terroriste par le régime de Kiev contre la centrale nucléaire de Zaporozhia. Suite aux frappes de drones contre les personnes qui réparaient la centrale, une personne a été tuée, une autre a été blessée. Et l'atelier de transport de la centrale nucléaire a fait l'objet de 14 frappes de drones. Il y a eu un incendie. Les bâtiments de cette zone ont été nettement endommagés. Il ne fait aucun doute que ces attaques visaient à déstabiliser le fonctionnement de la plus importante centrale nucléaire d'Europe. Et c'est une nouvelle tentative de Kiev de menacer la région d'une catastrophe nucléaire. Les protecteurs occidentaux du régime de Kiev comprennent très bien que leurs armes ne servent pas à défendre la démocratie, mais à frapper des civils et des sites civils. Cependant, ils ne sont pas troublés par cette vérité peu commode. Ils continuent à envoyer des armes à Kiev. Et le fait de parler de la préservation du territoire ukrainien, ce n'est qu'un écran de fumée. Le 18 juin, au siège de l'OTAN à Bruxelles, sous la présidence du Royaume-Uni et de l'Allemagne, a eu lieu une nouvelle réunion anti-russe du groupe de contact pour l'aide à l'Ukraine dans le format Rammstein. On a discuté de nouvelles livraisons de moyens de défense antiaérienne, d'explosifs et autres. Le bailleur de fonds le plus généreux pour l'Ukraine, c'est de nouveau l'Allemagne qui a dit qu'elle était prête à consacrer 400 milliards de dollars à l'achat d'armes américaines pour des missiles patriotes. Le Royaume-Uni a l'intention d'envoyer 752 millions de livres des actifs russes pour produire des drones. Elle a envoyé 350 missiles antimissiles et radars. Les Pays-Bas ajoute 500 millions d'euros pour les drones et la DCA et la Belgique promet à Kiev ses premiers 7 F-16 en 2026. Voilà la perspective de paix de l'Occident en pratique, des milliards pour les entreprises d'armement, pour des missiles et des drones pour le régime de Kiev. Dans cette salle même, les représentants des pays occidentaux ne cessent de parler de la nécessité d'un cessez-le-feu. Ils disent qu'ils sont épris de paix. Alors, à l'ONU, c'est ce qu'il faut dire. C'est le signal qu'attendent la majorité des États non occidentaux. Ils ne diront pas qu'il faut envoyer des armes à Kiev, qu'il faut la préparer à la guerre contre la Russie. Alors une question se pose, pourquoi est-ce que la majorité des appels humanitaires dans le monde entier sont sous-financés? Pourquoi est-ce qu'il y a une réduction des ressources pour la consolidation de la paix et l'aide au développement, alors que les technologies de drones et les drones ukrainiens se répandent dans le monde entier? Mais il ne faut pas prendre les représentants de ces pays pour des idiots. On ne peut pas cacher la vérité. Tous ces milliards pour l'Ukraine montre le véritable visage de l'Europe. Elle n'est pas un intermédiaire, c'est le principal sponsor de la poursuite de la guerre pour
faire du chantage politique contre la Russie et lui lancer un ultimatum. Je m'adresse aux membres occidentaux du Conseil, dont les États, donnent au régime de Zelensky des moyens de mener des frappes à long terme pour frapper la population civique. Il continue à inonder Kiev d'armes et donc vous êtes depuis longtemps devenus les coupables de ces Kiev. Vous avez une responsabilité politique et morale directe. La Russie n'accepte pas les ultimatums, n'agit pas sous pression et ne permettrait pas qu'on lui impose des décisions qui vont à l'encontre de ses intérêts nationaux fondamentaux. Cette situation confirme la justification de notre opération militaire spéciale, mettre un terme aux actes du régime néo-nazi qui depuis 8 ans tire en toute impunité sur le Donbass et maintenant terrorise toute la population de l'Ukraine et avant tout les russophones. Dans ces conditions, nous continuerons à frapper les sites militaires ukrainiens. Ainsi, du 20 au 26 juin, en réponse aux attaques terroristes sur des sites civils sur le territoire de notre pays, l'armée russe a porté 5 frappes de groupe contre des cibles militaires et des infrastructures utilisées par l'armée ukrainienne. Nous avons frappé des sites du complexe militaire, des infrastructures de transport, des usines de drones et également des lieux où se trouvent des soldats ukrainiens et des mercenaires étrangers. De plus, dans la nuit du 26 juin, nous avons porté une frappe suite auquel un centre de production d'armes de Kiev a été frappé, ainsi qu'une raffinerie de pétrole. Sur le champ de bataille, les forces russes sont également à l'initiative. Monsieur le Président, il serait évidemment préférable de réaliser les objectifs de l'opération militaire spéciale par des moyens politiques et diplomatiques. Cependant, une solution réaliste prenant en compte les intérêts de la Russie n'est pas en vue. Pour le moment, les pays occidentaux devant le Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie a choisi une ligne très offensive, dénoncer ce qu'elle considère comme une implication directe des pays occidentaux dans la prolongation du conflit et accuser ses adversaires d'utiliser l'Ukraine comme un levier stratégique contre Moscou. Au-delà des accusations, ce qui ressort surtout de cette intervention, c'est un message politique clair. La Russie affirme qu'elle ne reculera pas face aux pressions internationales et qu'elle continuera à défendre ses objectifs par tous les moyens à sa disposition. Le Kremlin cherche aussi à convaincre les pays non occidentaux que le conflit dépasse largement la question ukrainienne et qu'il s'agit d'un affrontement plus large sur l'équilibre du pouvoir mondial. Du côté occidental, ces déclarations sont contestées et vues comme une tentative de justifier la poursuite des opérations militaires russes. La confrontation diplomatique à l'ONU montre donc que, malgré les appels au dialogue, les positions restent profondément éloignées. Une question demeure. Ces échanges à l'ONU peuvent-ils encore ouvrir la voie à une solution diplomatique, ou assistons-nous à une nouvelle phase d'escalade entre la Russie, l'Ukraine et ses alliés? Dites-nous votre analyse dans les commentaires. Pensez-vous que la diplomatie peut encore reprendre le dessus? Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo jusqu'ici, les amis. Je vous invite à liker, à commenter, à partager. Si, et seulement si, ce que nous partageons sur cette plateforme est intéressant, si ce que nous partageons sur cette plateforme vous a convaincu, alors nous vous invitons à liker, à commenter et à partager afin que la communauté puisse grandir. Je vous remercie.